Zakweli. Et je fais pas la blague aujourd'hui. Bonjour Kala. Bonjour Natacha, bonjour à toutes et à tous. Et ce matin, nous sommes avec Mahmoud Azari. Il est membre du comité des sages du mouvement actuel qui secoue notre département. Bonjour. Bonjour Kala, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin. Alors tout d'abord, quand on est membre du comité des sages, quel est notre rôle? Alors ça c'est une émanation du collectif des citoyens de Mayotte où au départ c'était les jeunes. Alors moi les jeunes je les amène jusqu'à 50 ans et puisque je suis bien au-dessus de 50 ans, je suis dans les vieux. Donc il se trouve qu'il y avait un comité des sages qui a été mis en place, des gens qui probablement étaient pour la plupart au-dessus de 70 ans. Alors j'ai pas vraiment encore atteint 70 ans, mais j'étais d'une certaine façon la transition à l'époque entre le comité des gens, les jeunes et les moins jeunes et les vieux. Et là, dès qu'ils sont allés faire appel au comité des sages, naturellement, Charlot, qui est le porte-parole de ce comité de sages, a tout de suite réclamé « et je veux Mahmoud Azari ici ». Et puisque moi, je dis que je suis Samina, Tona, j'écoute et j'obéis à mes aînés, et je suis allé en sachant très bien que ce combat-là est très difficile, mais déterminant. Et vous êtes combien dans les comités des sages? Au départ, il y avait du monde. Hein. À l'époque, il y avait même le père de Abdul Kamardine, Monsieur Kamardine, qui est décédé entre-temps. Je pense même qu'entre-temps, il y a eu deux ou trois décès, des gens qui étaient dedans, pour dire que voilà, c'était un comité de certains. Aujourd'hui, je vois Charlot, et quand Charlot arrive quand même, il y a un certain nombre de personnes qui arrivent là, donc je pense que c'est assez informel, hein. C'est pas très structuré, c'est assez informel, mais c'est des gens voilà, qui ont âgés, qui ont de l'expérience, qui ont vu ce fameux combat de près, qui l'ont vécu, donc qui peuvent rappeler des choses, et qui sont souvent des croyants, et qui ne pensent pas du tout à aller se dire, après, demain, je vais me présenter à une élection. C'est pas du tout leur truc, c'est juste le bien de Mayotte qu'ils veulent pour leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. Alors pourquoi on a l'impression qu'au départ de ce mouvement, personne ne voulait vraiment l'assumer? On avait, en tout cas nous médias, quand on voulait avoir un interlocuteur, c'était le Force Vive. Mais on ne savait pas trop qui était le leader de cette force vive. Et pourquoi aujourd'hui tout le monde, j'ai envie de dire, a envie de se proclamer de force vive maintenant? Alors, je pense qu'au départ, tout le monde a été pris de court. Hein. Vous savez très bien que moi, j'observe beaucoup ce qui se passe. Et depuis quelque temps, je savais que c'était inévitable qu'il y ait un mouvement. Et ça me faisait peur quand je pense aux échecs de 2018. Ça me faisait peur. Je me disais, s'il y a un mouvement qui vient maintenant et qui n'est pas coordonné, ça va être difficile. C'est pour ça que moi-même, j'étais un peu en retrait parce que je comprenais rien. Mais au départ, c'est des gens qui ont dit, voilà, on finit par sortir les migrants qui sont sur le stade de Cavani. Ok, ben alors l'État, monsieur le préfet, débrouillez-vous avec eux, mais personne ne veut les accueillir chez nous. Donc on va mettre des barrages un peu partout pour dire s'ils viennent chez nous, on barre la route pour que eux n'entrent pas. J'ai compris que c'était ça les barrages de départ. Mais naturellement, il y a tellement d'autres problèmes qui se sont greffés depuis que les Mahorais ont en tête. Ils ont fini par se dire... Donc ça s'est construit au fur et à mesure. Oui, je pense même que certains dirigeants... Je peux pas affirmer des choses, mais je pense que des dirigeants sont venus après. Et là, nous revivons déjà 2018. Nous sommes déjà dans le mouvement de 2018. Et ce mouvement-là, tel qu'il est parti, tel que moi je commence à le voir, il est beaucoup plus important que 2018 parce que les acteurs, il y a des gens nombreux et importants dans la vie sociale, dans la vie économique du pays, qui sont dans le mouvement. Et c'est l'idée aussi que les gens ont à l'esprit beaucoup plus de choses qui les embêtent comme 2018. C'est qu'en 2018 et maintenant, les problèmes se sont aggravés 3 fois, 4 fois, oui. Vous avez parlé de 2018, on a entendu ce slogan, on l'a vu affiché un peu partout, Risuganya ou Rispara. Ça veut dire que cette fois-ci, il n'y aura pas les échecs de 2011, de 2018. Quoi qu'il en soit, il faudrait vous comptez arriver jusqu'au bout? Je pense que les gens sont déterminés à gagner. Et je pense que c'est la raison pour laquelle aussi, très tôt, on voit des gens qui se structurent pour faire capoter le mouvement.
Ah, ça, c'est... Ah, il y a une structuration pour faire Oui, capoter oui, le oui. mouvement? Ça vient de qui? Ah, faut nommer là, on non, est dans non, un non, crédit. non, non, pas maintenant. Pas maintenant, parce que j'ai pas envie de mettre en péril quelque chose, donc j'ai pas envie de participer à la division. Mais tout le monde l'a remarqué hier, vous avez vu, les gens ont pris la parole. Quand je suis venu prendre la parole, après 5 minutes de parole, des gens sont venus. Et les gens qui sont venus hier, c'était pas du tout par hasard. Ils étaient préparés à l'avance pour venir perturber, parce que le discours qu'on m'avait demandé de tenir ne plaisait pas à beaucoup de gens. Et donc, il fallait m'empêcher de parler hier, et ça a été fait d'une certaine façon. Alors, il y a Et pourquoi votre discours ne plaît pas, justement? Parce que je suis en train de dire des choses qui dérangent. C'est-à-dire que à Mayotte, les gens doivent faire en sorte qu'ils partent d'un combat Mayotte française comme d'une deuxième religion. Pour certains, même comme d'une première religion. Vous devez y croire. Quand on croit à Dieu, on croit en Dieu, l'invisible, etc., le superpuissant, nous devons y croire à ce combat-là. C'est le combat de nos ancêtres, de nos aïeux. On le proclame, etc., etc. Mais même dans la religion musulmane, un prophète comme le prophète Ibrahim, lui, il n'a pas mené le combat de son père. S'il avait mené le combat, il avait continué le combat de son père, il aurait été païen. Ouais, donc, il y a des gens qui changent en fonction des circonstances depuis la nuit des temps, quand la justice, le combat juste est quelque part. Et moi, j'ai toujours considéré que c'est une forme de lâcheté que la génération actuelle, y compris la génération après moi, ceux qui ont 40 ans aujourd'hui, n'arrête pas de dire, nous avons le combat de nos parents, le combat de nos parents. Et je tiens un discours simple. Nos parents ont commencé ce combat en 58. Il y avait la guerre froide, il y avait 4 territoires départementalisés, il y avait des colonies françaises qui aspiraient pour certains à l'indépendance, etc. Et eux, ils ont dit le chemin pour que nos enfants, nos petits-enfants, ceux qui vont arriver, soient heureux, c'est la départementalisation. 58, 65 ans aujourd'hui. Le combat a continué, il y a eu beaucoup de problèmes, les gens même se sont battus à l'intérieur de Mayotte, sur la messe, sur l'Oda, etc. À la fin, tout a été oublié, on trace tous le même chemin, on va demander la départementalisation, et ça a été voté à 95, 99, je ne sais plus combien %. Mais très massivement, les Mahorais se disent, c'est le chemin, on va là-bas, on va trouver la paix, on va trouver tous les indicateurs pour un bien-être. Force est de constater qu'après, donc, élection de 2009, 2011, on est département, 2014 européen, 2024, les gens font le bilan et se disent mais tout a empiré, et même après l'opération. Est-ce que c'est la faute de la départementalisation ou est-ce que c'est plutôt le problème de la départementalisation à Mayotte? C'est là où les gens veulent m'empêcher de parler, parce qu'ils n'aiment pas, ils veulent pas l'explication. D'abord, Thomas Saïdi a expliqué. Mayotte n'est pas un département. Parce qu'au moment où Mayotte est passé de l'article 74 à 73, je rappelle que Mayotte, d'abord, a été inscrite dans la Constitution française en 2003. Ça fait déjà 21 ans. Et le fait que Mayotte soit inscrite, à partir du moment où Mayotte a été inscrite dans la Constitution française, c'était l'affaire de la France avec les Nations Unies, l'Union africaine, etc. C'est plus l'affaire de Mayotte. Mayotte est dans la France. Et c'était les lois françaises, la Constitution française qui s'appliquait depuis 2003. Mais la départementalisation, c'est de dire on aura d'autres moyens dans les fonds européens, etc. Tout ça, c'était faux. Saint-Martin n'est pas département et il y a les fonds européens. Mais on a raconté plein de choses. On dit on sera heureux. On aura les moyens de développer Mayotte. On aura les moyens de notre sécurité, de notre emploi, de notre économie, des routes, etc., etc. Et juste, il se trouve que moi, j'appelle cette départementalisation une contrefaçon. C'est une contrefaçon, c'est comme quelqu'un qui dit achète Lacoste et qui en réalité l'a acheté dans un truc qui fait de contrefaçon. Donc c'est la France aujourd'hui qui nous a vendu la contrefaçon. Mais bien sûr, mais je sais aussi. Et du coup, est-ce que, pour rester dans la même sémantique, est-ce que elle pourrait nous donner la vraie départementalisation du coup? Mais vous savez, la France, au moment où on l'a donné, a dit c'est une collectivité unique qui a les compétences d'un département et d'une région, appelée département. Donc, appelé, c'est une appellation, comme on dit, une appellation, le marque d'un vin ou d'un whisky ou je ne sais pas quoi. Enfin, c'est là où on connaît les appellations, les AOC, etc.
appellation d'origine contrôlée. Pour rester sur ces problématiques de la sémantique, parce que c'est souvent sur ça qu'on arrive à embobiner les gens. Aujourd'hui, ici à Mayotte, les forces vives demandent la fin des cartes de séjour territorialisées, la fin de l'apartheid législatif également. Gérald Darmanin, en réponse, au niveau des médias nationaux, nous parle d'une réforme constitutionnelle avec notamment un durcissement du droit du sol. Et ça revient dans tous les médias. Est-ce que déjà là, il n'y a pas une orientation, une réorientation du vrai débat? Non, d'abord là, ça dépend, parce que la loi sur l'immigration qui a été votée récemment, c'était d'abord à l'échelle de la France. S'il y a une loi Mayotte ou une exception qui va se mettre quelque part, qu'on parle de remise en cause du droit du sol à Mayotte pour aller vers quelque chose que, en réalité, je n'aime pas trop, cette fameuse qu'on appelle ça, le droit du sang, etc. J'aime pas trop ce mot-là, mais chacun doit être maître de ce qui arrive dans son pays. Le problème qui se passe à Mayotte, justement, c'est que nous ne sommes pas dans la République. Le séjour territorialisé est une discrimination notoire, parce que ce séjour-là nous sort de la République. Mais vous savez pourquoi le séjour est territorialisé? Parce que si les gens arrivent à Mayotte, ils iraient à La Réunion, ils iraient dans d'autres villes de l'Hexagone, et donc pour eux, là-bas à Paris, ils foutraient la merde. Donc ils disent, on ne veut pas que ces gens-là qui arrivent à Mayotte et qu'on n'arrive pas à arrêter ou qu'on ne veut pas arrêter dans la mer, on les laisse entrer à Mayotte d'une certaine façon, mais quand il y a la mer, il n'y a que les Mahorais qui vont la subir. Et justement, c'était le sens de ma question, c'est qu'aujourd'hui, ici, on parle de cela, qu'il faut l'abroger, il faut en finir avec également toutes ces lois dérogatoires qui régissent Mayotte. De l'autre côté, ils font la sourde oreille comme s'ils n'entendaient pas cette partie-là. Et on dit, on va durcir le droit du sol parce que Mayotte, c'est la plus grande maternité d'Europe et on va, vous voyez, on n'est pas sur, vous voyez que là, vous anticipez mes réponses pratiquement. C'est là où j'allais enchaîner. Donc, ils veulent pas. Mais qu'est-ce qu'ils veulent pas? Ils disent, ça, c'est des gens qui peuvent venir emmerder les Réunionnais, nous emmerder, nous, dans l'Hexagone. Donc, on ne veut pas d'eux, on va les territorialiser, les enfermer à Mayotte. Et donc, les Mahorais doivent les subir. Et un très grand nombre. Vous voyez, on parle toujours de ce bateau qui avait amené 58 personnes sur les côtes de l'Europe et qu'aucun Européen ne voulait prendre, alors qu'il y a eu 350 000 millions, je ne sais pas combien d'Européens avec un espace immense, et ils ne voulaient pas de 58 personnes. Il y a 58 personnes qui débarquent à Mayotte. Donc, la France nous met dans une position en n'arrivant pas à arrêter, en ne voulant pas arrêter. Je me pèse mes mots en disant, la France ne veut pas. Alors, je rebondirai dessus, mais avant que j'oublie, j'ai donné l'exemple de la Martinique, où il y a au nord la Dominique, qui est un petit pays comme Moélie, pauvre, avec un PIB très en dessous de celui de la Martinique, le PIB par tête. Au-dessous de la Martinique, il y a Sainte-Lucie, qui est aussi un pays indépendant, qui est aussi pauvre, avec un PIB bien en dessous. Donc, d'une certaine façon, la situation, disons que Dominique serait Moélie, Sainte-Lucie serait en Jouan, et Mayotte serait entre les deux en plus. C'est même pas de l'autre côté, entre les deux, il y a 2,5% d'étrangers à Martinique. Et 4 bateaux qui sillonnent la Martinique et qui empêchent tout ça. Et quand on demande à un seul bâtiment pour protéger les côtes de Mayotte, ils refusent. Et moi, je le dis aujourd'hui, alors j'espère que la diplomatie française écoutera cette émission, mais je leur dis une chose, vous vous trompez complètement en croyant que vous vous intéressez à l'espace maritime mahorais parce qu'on est au-dessus des îles éparses, il y a toute une zone ici qui intéresse la France du point de vue stratégique. Et quand vous faites même une stratégie Indo-Pacifique, vous privilégiez la Réunion qui est excentrée par rapport à notre position à nous, alors que dans le monde, il y a des choses qui bougent, par exemple comme les BRICS, et l'Afrique du Sud, qui est un des membres les plus importants des BRICS, est juste à côté de chez nous, et le monde de demain, il faudra tenir compte de la puissance des BRICS, qui auront aussi même une puissance économique. Ils ont déjà la puissance économique, ce qui est la Chine et tout ça, mais qui auront aussi une puissance monétaire, etc., qui va balayer le dollar et peut-être balayer l'euro. Et quand nous voudrons commercer, ce sera peut-être avec ces gens-là. Et la France continue à considérer Mayotte comme des gens qui ne valent rien, en disant on peut toujours se targuer d'avoir la deuxième puissance maritime au monde
parce qu'on a les Outre-mer, et parmi ces Outre-mer-là, il y a Mayotte, les îles Éparses, etc. Et la France se trompe parce que les Mahorais sont en train de se dire, mais finalement, la France considère qu'elle gagne beaucoup de choses chez nous, mais nous, on doit rester là, souffrir, vivre l'enfer et recevoir les ressortissants des amis que la France soutient dans la région. Dernière question. Alors, face à un problème, soit on le résout, me dit-on, soit on s'en débarrasse. Et du coup, quelle est, selon vous, l'attitude choisie par le gouvernement face au problème de Mayotte? C'est de ça qu'on aimerait parler avec le gouvernement. Il faut d'abord que nos élus commencent à entendre ce discours-là. Tous nos élus, à force de se faire brimer, de subir ce mépris. Un des mépris, par exemple, parce qu'en 2018, on a demandé à ce qu'il n'y ait plus jamais un préfet stagiaire à Mayotte, un préfet qui est nommé pour la première fois. Alors, ils nous ont fermé les yeux, ils nous ont envoyé Dominique Sorin, excellent préfet, et qui était un préfet de région à La Réunion. Le gars, on l'a apprécié. À peine Dominique Sorin est parti, ils ont commencé à nous remettre des préfets stagiaires. Ça, c'est un des signes de mépris, mais il y a beaucoup de mépris. On est dans une république de droit commun, avec plein de lois, des plans, des tas de choses, est-ce qu'on ne tend pas le bâton pour se faire battre? Comment se fait-il qu'on soit aussi méprisé dans ce cas-là? Comment ça se fait que les autres ne sont pas méprisés? C'est une histoire d'argent. C'est-à-dire que, mais nous, au départ, même quand on a commencé cette départementation, alors j'espère dans les questions peut-être que je pourrais répondre, mais même la départementation elle-même, elle devait tout de suite s'accompagner des moyens du département et de la région. Non seulement les moyens de la région n'y sont pas, mais regardez, même quand on s'est dit, ok, la France ne voudra pas mettre de l'argent ici, l'État français. Donc, en État européen, nous aurons les fonds européens. Dans le FEDER, qui est le plus important fonds européen, le R de la fin, c'est régional. Et que fait l'État? L'État s'approprie les fonds européens en gestion. Et pourquoi faire? Pour que là où l'État doit donner son argent et la région donner son argent et l'argent qui vient de l'Europe, qui est le fonds régional, l'État s'approprie les fonds européens pour ne pas mettre son argent et donc l'argent qui devrait être utilisé par la région, eh bien l'État lui-même se l'approprie pour financer les choses de l'État, comme l'aéroport, comme les choses de l'aéroport, etc. Donc c'est une sorte de hold-up. Mais il y a plein d'autres choses ici dans lesquelles l'État fait un hold-up, comme l'histoire de Vinci, avec le machin, un marché donné sans appel d'offres. Il y a des endroits où l'État fait des sortes de hold-up pour enlever ces pouvoirs-là aux Mahorais, et les Mahorais ne peuvent plus se prononcer sur les instruments et contribue à son propre bien-être, qui explique tout le mal-être qu'on est en train de vivre. Merci beaucoup Mahmoud Azari pour cet entretien. Vous restez avec nous, bien évidemment, pour les questions de nos auditeurs. Merci à vous, Kala, pour cet échange avec Mohamed Azari. On retrouvera nos auditeurs. Mahmoud Azari, pardon, on retrouvera nos auditeurs juste après. Juste après, pas tout de suite.